Ça, c'est la réalité. Si ça tient... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre à régler manuellement votre caméra pour faire les images les plus professionnelles possibles, que vous ayez un appareil photo, une caméra ou un smartphone. Cet épisode est la conclusion du premier arc d'apprentissage de cette formation, donc avant de continuer cette vidéo, je vous invite fortement à regarder les 3 premiers épisodes dès maintenant. Vous y apprendrez tout ce qu'il y a à savoir pour correctement régler votre appareil, donc l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. Il faut bien comprendre qu'exposer une image est quelque chose d'assez personnel. Ici, je vais vous apprendre les grandes notions de base, mais une fois que vous serez à l'aise avec, libre à vous de les respecter ou non. Pour commencer, vous devez passer votre appareil en mode manuel. Ça se trouve soit sur un bouton, soit sur une molette, ou sur certains smartphones, vous ne pourrez pas le faire nativement, donc vous serez obligé de télécharger une application tierce, comme par exemple l'application Blackmagic qui est gratuite. Une fois passé en mode manuel, vous devrez vous mettre dans le bon gamma. Pas de panique, si vous ne connaissez pas ce terme, on en parlera en détail dans un futur épisode, mais en réalité c'est très simple. C'est en quelque sorte une façon d'interpréter la luminosité. Voilà plusieurs exemples de gamma. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le plus répandu, le Rec 709. C'est un gamma très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, tous les appareils photo, caméras, écrans, smartphones ou ordinateurs du monde sont compatibles. Et ensuite, il vous fournira un rendu naturellement joli, donc vous n'avez pas besoin de retoucher les couleurs, et en plus de ça, c'est le plus facile à régler. Selon votre appareil, ça aura des noms différents, comme par exemple standard, classique, neutre, naturel ou vidéo. C'est très souvent le mode par défaut, sinon sélectionnez-le. Une fois fait, vous devriez avoir une image assez agréable à regarder, bien contrastée et bien saturée. Ça y est, c'est le moment. Comment choisir le réglage parfait ? Pour ça, on va essayer d'utiliser ce qu'on a appris dans les précédents épisodes. Déjà, les ISO. Dans cet épisode, on a parlé de la valeur nominale, qui est la valeur avec le meilleur rendu possible. Comme on l'a vu, ça dépendra de votre boîtier, mais dans mon cas, c'est 400. Ensuite, la vitesse d'obturation. Pour le coup, ça dépend de votre nombre d'images par seconde. Moi, j'utilise la norme européenne, donc je filme à 25 images secondes. Comme on l'avait appris dans l'épisode sur la vitesse d'obturation, il y a 2 réglages possibles. Si on est réglé en angle, c'est facile, il faut se mettre à 180 degrés. Et si on est réglé en temps, c'est un petit peu plus compliqué, il faut mettre sa vitesse au double du nombre d'images par seconde. Nous, on filme à 25 images secondes, donc on doit se régler à 1/50e de seconde. Si vous faites l'exercice en même temps que moi, vous devriez être confronté à un problème. Pour avoir un rendu parfait en utilisant ce qu'on a appris dans les premiers épisodes, vous ne pouvez plus toucher aux ISO, car on a défini quelle était la meilleure valeur. Pareil pour la vitesse, ce qui ne laisse plus que l'ouverture pour ajuster la luminosité. Et on a vu ensemble dans l'épisode 1 que l'ouverture avait une énorme influence sur la qualité d'image et sur le rendu artistique. Dans mon exemple, je suis en extérieur, il fait jour, donc je ferme mon diaph pour avoir un beau rendu. Et là, je m'aperçois que je dois tellement fermer mon diaph que mon image devient moche. Déjà, je perds tout mon flou d'arrière-plan, le bokeh, et surtout mon image devient étrange, comme si elle n'était pas vraiment nette. On dit que l'image n'a pas de piqué. Eh bien ça, c'est parce que notre objectif est trop fermé. Mais si je rouvre mon diaph, j'ai trop de lumière. Du coup, comment faire ? Car je ne peux toujours pas changer ni mes ISO, ni ma vitesse. Eh bien, vous allez devoir acheter un accessoire externe absolument indispensable pour avoir un rendu professionnel, le filtre ND pour filtre à densité neutre. Ça coûte une blinde. Et c'est chiant à visser et à dévisser. Il en existe plein de sortes. Certains se vissent directement sur l'objectif, d'autres se mettent dans des matbox devant les objectifs, certains peuvent même être intégrés à votre caméra juste devant le capteur, mais dans tous les cas ils fonctionnent exactement de la même façon et ont la même utilité. Donc on reprend, vous faites vos réglages idéaux avec votre caméra, donc dans mon cas les ISO à 400, la vitesse à 1/50e, je règle mon ouverture en fonction de mes besoins artistiques, là j'ai envie d'avoir un peu de bokeh mais pas trop, donc je me mets à f5.6, et là vu que la lumière est trop lumineuse, je mets mon filtre ND pour compenser la lumière en trop. Il existe globalement 2 types de filtres ND. Les fixes, qui sont littéralement des plaques de verre avec des niveaux d'assombrissement qu'on vient mettre devant l'objectif. Et ensuite les variables qui... C'est ceux qui peuvent varier. Bien joué Théo, merci beaucoup. Donc les variables sont très pratiques car il n'y a pas besoin de les visser et de les dévisser toutes les 5 minutes, mais ils peuvent ne pas sombrir l'image de manière uniforme. Donc renseignez-vous bien avant d'acheter. Autre chose à savoir, il faut que vous vous méfiez de votre écran. Très souvent, vos écrans peuvent vous induire en erreur. Ils peuvent ne pas être assez lumineux en extérieur, du coup vous avez l'impression que votre image est trop sombre, du coup vous augmentez votre exposition et au final votre image est cramée. Et au contraire, ils peuvent être trop lumineux en intérieur, donc vous baissez votre exposition pour avoir un beau rendu sur votre écran, et une fois qu'on se retrouve au montage, on se rend compte que l'image est trop sombre. Pour éviter ça, je vous invite à utiliser les outils disponibles sur vos appareils. Il y en a plein, mais je vais vous parler des plus courants. Le plus répandu, mais qui est aussi le moins précis, c'est l'indicateur d'exposition. C'est un outil qui fait une moyenne de la luminosité de votre image et qui le transforme en un chiffre. Ce chiffre va de -3 à +3. 0 signifie que l'image est correctement exposée. Quand on est dans les chiffres négatifs, c'est que votre image est trop sombre, et quand le chiffre est positif, c'est que l'image est surexposée. Cet outil vous donne une indication intéressante, mais n'est clairement pas précis, donc méfiez-vous.
Par exemple, là, la caméra nous dit qu'on est sous-exposé, alors que je trouve que l'image est belle. Voilà, mais c'est parce qu'en fait tout est très sombre, donc elle croit que c'est trop sombre. Donc voilà, c'est intéressant, mais méfiez-vous. Ensuite, vous avez le zébra. Le fonctionnement est très simple. Vous sélectionnez un niveau de luminosité, par exemple 100% qui représente le blanc cramé, et l'outil vous fait des rayures sur toutes les zones de l'image qui sont à 100%. Ça peut être intéressant, car bon, si le ciel est cramé, c'est pas forcément grave, mais si le visage de votre sujet est cramé, c'est pratique de le savoir. Dernier outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'histogramme. Son fonctionnement est très simple. Ici, on va retrouver toutes les zones sombres de l'image, et ici, on va retrouver toutes les zones lumineuses. Chaque barre représente le pourcentage de l'image qui est à ce niveau de luminosité. Ici, l'image est trop sombre. On le voit parce que toutes les barres sont collées d'un côté, et ici, c'est trop lumineux, et on le voit également parce que toutes les barres sont collées de l'autre côté. Encore une fois, c'est pas fiable à 100%, mais c'est une super indication. Nous, c'est un outil qu'on utilise au quotidien. Ouais, clairement. Maintenant que vous connaissez les outils pour régler correctement votre image, je vais vous donner quelques astuces pour correctement régler votre image avec 4 situations. Les tutos de Hugo. Premier exemple, le plus simple, c'est un tournage en extérieur par temps nuageux. C'est le meilleur cas de figure car vous avez suffisamment de lumière pour avoir une belle image, mais vous n'avez pas de problème de dynamique. Dans ce cas de figure, à partir du moment où la peau n'est ni cramée, ni trop sombre, vous ne devriez avoir aucune mauvaise surprise. Deuxième exemple, tournez un plan en plein soleil. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le cas le plus simple car vous allez avoir des énormes différences entre les hautes et les basses lumières. Déjà, évitez de mettre votre sujet face au soleil, car ça va lui faire des ombres horribles. Et un coup de soleil aussi. Un coup de soleil, c'est faire très attention. Indice 50, faites attention. Ça sera bien plus joli de lui mettre le soleil dans le dos et avoir le visage dans l'ombre. Le problème majeur que vous allez avoir en plein soleil, c'est d'accepter que certaines zones de l'image vont être cramées. Comme par exemple dans ce cas-là, le soleil dans le fond. Le plus important est que votre sujet soit correctement exposé, ou en tout cas la zone que le spectateur va regarder. Et finalement, le reste importe peu. Même au cinéma, des fois ça arrive qu'il y ait des plans qui soient cramés, mais ça gêne pas. Parce que c'est bien fait. Autre cas compliqué, le contre-jour. Là encore, vous ne pourrez pas tout avoir. Le plus important ici est de définir la zone importante. Par exemple ici, le plus important, c'est le coucher de soleil. Donc ce n'est pas grave si le reste est trop sombre. Et au contraire, ici, le plus important, c'est le visage. Donc ce n'est pas grave si le fond est cramé. Dernier exemple, l'intérieur nuit. Là, la logique est assez différente. Déjà, je vous conseille d'allumer toutes les lumières disponibles dans votre décor. Ensuite, je vous conseille d'exposer votre caméra par rapport aux sources de lumière les plus lumineuses. Comme ça, vous n'avez aucune lumière de cramé. Maintenant, vous ajoutez votre sujet, et s'il est trop dans l'obscurité, vous rajoutez une source de lumière à côté pour qu'il soit bien visible. Ça peut être un projecteur, mais ça peut aussi être une lampe de chevet, peu importe. Encore une fois, tous ces exemples ne sont que des exemples, toutes les situations existent, et une fois que vous serez à l'aise avec votre matériel, rien ne vous empêche d'assombrir volontairement votre image pour lui donner un style, ou ne pas respecter certaines règles pour accentuer une intention artistique. Moi de mon côté, je vous ai donné toutes les clés pour comprendre comment bien régler votre image. Maintenant, c'est à vous d'expérimenter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton rejoindre pour nous soutenir financièrement, et nous on se dit à très bientôt. Allez, on coupe. Il y a aussi la cloche. Appuyez sur la cloche. Il y a personne qui clique sur la cloche en plus. C'est vrai. En plus, moi, je trouve ça chiant de cliquer sur la cloche. En plus, ça sert à rien. Après, t'as des notifications et tout. En vrai, nous, on n'est pas méchants. On veut pas que les gens aient des notifications. Hein. Par contre, voilà, ils cassent le prompteur. Par contre, nous, on aimerait que vous cliquiez sur le bouton rejoindre pour qu'on puisse payer un nouveau prompteur. Ouais. J'ai cassé la télécommande. Bah voilà. C'est éclaté. Il y a rien qui va. Voilà.